Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une vidéo sur un film exceptionnel, un film monumental, mythique, important dans l'histoire du cinéma pour moi, et on peut même, allez, on va le dire, un chef-d'œuvre. Oh là là, le mot il fait peur, mais le film l'est tout autant. Koyaanisqatsi, un film sorti en 1982 de Godfred Reggio. C'est un film avec personne, parce que le sujet est un petit peu spécial. C'est un film qui n'a pas eu beaucoup d'argent pour sa conception. On parle de 2,5 millions de dollars sur certains articles. Je ne suis pas sûr, ça me semble un petit peu trop peu, mais je pense qu'il y a aussi de l'image d'archives, mais aussi des choses tournées en vrai. Selon Variety, le film a récolté 3,2 millions. Mais aujourd'hui, ce film est beaucoup plus connu qu'à l'époque. Le film a une renommée vraiment particulière et il a eu aussi une descendance un petit peu réduite, mais dont la plupart des films sont vraiment de qualité. C'est un film qui dure pas très longtemps, 1h26. Et que raconte ce film? Que raconte Koyaanisqatsi? Comment je peux vous parler d'un film pareil? Comment je peux faire le synopsis de ce film? C'est un film qui n'est ni une fiction ni un documentaire au sens traditionnel du terme, mais plutôt un enchaînement de plans représentant des temps et des espaces différents, afin de montrer aux spectateurs le monde dans lequel nous vivons. Le film est le premier d'une trilogie, la trilogie des Qatsi, dont la réalisation s'étale sur 3 décennies et qui comporte les films suivants: Koyaanisqatsi, on va dire sur l'hémisphère nord, Poyaqatsi sur l'hémisphère sud et Nakoekatsi sur, on va dire, l'ordinateur, internet, une technologie qu'on n'utilise plus, mais que nous vivons. Et dans les prochaines semaines, vous aurez une critique de Poyaqatsi et de Nakoekatsi. Voilà, je vais enfin pouvoir parler de ces 3 films. J'avais une grande envie d'en parler quand j'ai découvert le premier film qui fut... Enfin, moi j'ai pleuré à la fin du film, vous voyez un peu le truc. Vraiment, une envie décuplée de vous en parler après l'avoir vu. Le premier film, j'ai vu les 2 autres, et j'ai lu plus de 200 pages de texte, une 50aine d'articles web. J'ai dû faire le tri un petit peu là-dedans. Voilà, le film... Je pense qu'on va commencer par là parce que c'est important de dire un peu qu'est-ce que c'est que Koyaanisqatsi, ne serait-ce que le terme. Et ça, je crois que c'est une bonne base pour entrer dans l'œuvre. C'est basé sur des prophéties, les 3 prophéties Hopi. C'est un ancien peuple amérindien avec des croyances qui ont trouvé un écho auprès de Reggio et qui vont orienter son travail. Alors, je vais pas vous faire un topo sur les Hopi et tout ça, je vous donne les traductions des prophéties. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller voir sur les Wikipédia ou sur les sites spécialisés. Je pense que vous aurez beaucoup plus d'informations. Ces prophéties ont de l'intérêt parce qu'elles ont été partagées bien avant qu'elles ne se réalisent, et c'est ça qui est très troublant. La première de ces prophéties, c'est: si on extrait des choses précieuses de la terre, on invite le désastre. Bon, vous voyez ce que ça peut représenter. Deuxième prophétie: près du jour de purification, il y a des toiles d'araignée tissées d'un bout à l'autre du ciel. On peut imaginer aussi ce que ça représente. Et après, un récipient de cendres pourrait un jour être lancé du ciel et pourrait faire flamber la terre et bouillir les océans. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est que nous avons ces 3 prophéties qu'à la fin du film, parce que sinon on nous orienterait un peu trop le regard. Donc Reggio nous laisse imaginer ce que veut vouloir dire le film, et à la fin il nous assène comme un coup de massue. Le véritable but, c'est de démontrer cette prophétie sur la démence de l'homme. Ce qu'il voulait, c'est dans l'absolu faire un film sans titre. Pour le titre, alors il fallait un mot sans signification préconçue, un mot insondable. Le titre, Koyaanisqatsi, est un terme indien de cette tribu Hopi qui veut dire plusieurs choses, plusieurs variantes en fait. La vie en déséquilibre, life out of balance,
la vie folle, Crazy Life, ou Life in Turmoil, je sais pas si ça se dit comme ça, la vie tumultueuse, ou Life Disintegrating, la vie qui se désagrège, ou se désagrégeant en cours, donc une vie qui se désagrège en cours. Donc un mode de vie qui appelle à une autre philosophie de l'existence. Alors ne vous trompez pas, il faut être dans une sacrée mentalité pour voir le film et finalement le réceptionner à sa pleine puissance. Alors, ce n'est pas un film pour tout le monde et je pense qu'il ne faut pas avoir l'envie d'analyser avant d'avoir terminé le film. Alors, sur cette petite heure, on va un petit peu voir le film sous toutes les coutures. Je vous dirai un peu ce que je pense sur certaines idées. J'espère que ça vous plaira. Alors, il ne choisit de ne pas être sur le premier plan avec des acteurs, des intrigues et tout ça, mais d'aller, on va dire, derrière, voir le décor, qui est un support comme un papier peint, et amener ce second plan au premier plan. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'histoire, mais une logique de narration. Le film est composé, on va dire, en 12 chapitres. C'est souvent ce qui était revenu sur certains sites, dont la succession n'est marquée que par des partitions de Philip Glass. C'est la musique qui crée les mouvements, ce qu'on appelle les mouvements, donc une sorte de chapitrage, une distinction en chapitres qui ont leur propre style de réalisation. En même temps, il y a aussi un motif qui lie ces chapitres entre eux. Donc l'utilisation de ce motif crée une cohérence. C'est une forme non narrative pour attirer le public dans des campagnes de sensibilisation sur les méfaits de la technologie, sur l'individu. Mais ça n'a pas marché, il y a eu même des gens qui sont allés en prison. La première partie, nous montrons une terre encore vierge. Puis nous avons l'arrivée de l'homme, l'exploitation des ressources naturelles, des vraisemblances entre le décor que nous construisons et nous-mêmes. Et en cela, nous invitons à voir le désastre. Le film procède un peu de la même façon que le cinéma des Frères Lumière. On montre ce qui se passe à un endroit où nous irons jamais. Nous avons des ruptures de rythme, de ton, pour recommencer un crescendo, donc comme je vous disais, un nouveau mouvement, un nouveau chapitrage par la musique, l'accélération des fois des images, l'ennui peut être plus fort dans les premières 15 minutes parce que c'est abstrait et nous ne voyons pas d'action claire, nous voyons la nature vidée de l'homme. Donc c'est une sorte d'abstraction de vide pour commencer le film, mais quand vous passez ces 15 premières minutes, et bien après ça se passe beaucoup mieux. Je pense que l'ennui peut guetter au début du film parce que l'homme n'est pas encore rentré en jeu. Alors il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre si on ne s'est pas renseigné. Ça, c'est peut-être un léger problème du film, et c'est en cela que c'est aussi un film qui n'est pas... on va dire, le message est intemporel, mais le film, il est vraiment ancré dans son temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains éléments, certaines séquences, certains chapitres qui sont directement liés à certains faits historiques, ou à des bâtiments historiques, ou à une technologie qui fait partie de l'histoire. Il y a un passage sur Pruitt Igoe. Je pense que je le prononce mal. C'est un quartier de Saint-Louis qui a été construit dans les années 50 et les bâtiments ont été abandonnés. Ils ont été pillés, après les fenêtres cassées. En fait, c'était des espèces de taudis qui n'ont servi après qu'à héberger les clochards. Alors, ça devait être un logement public, mais ça n'a pas marché, parce qu'après, il y avait de la ségrégation et tout ça. Enfin, bon, bref, c'est un peu compliqué cette affaire. Et en même temps, c'est normal qu'on ne connaisse pas trop l'histoire de ces bâtiments, parce que c'est en Amérique. Donc, suite à cet échec de logement public, ils ont été détruits. Donc, on a ici un événement historique de l'histoire de l'américaine, de l'histoire de l'urbanisme américain, qui est quand même assez connu. Et après, on a une séquence de destruction de bâtiments à la chaîne. C'est assez horrible, mais bien sûr, quand on ne connaît pas, ça nous paraît un petit peu incompréhensible. Voilà, il y a aussi des aspects qu'on ne va pas saisir si on ne se renseigne pas par la suite. Donc, il y a des bouts de son message qu'on peut peut-être ne pas saisir, quant à l'impression globale du film. Mais c'est une atmosphère finement dramatique pendant toute la durée du film, pendant toute la durée de votre vision. Le film, c'est sa grande force, il n'explique pas, il montre. C'est un film visuel et sonore, il n'y a pas de voix off.
Par rapport à par exemple Home, je vous avais fait une critique en duo avec Sledge sur Home, on a passé 1 heure à le dégommer parce que le film explique trop. Le film ne montre pas, il explique. Les images ne faisant office que de fond visuel, pratiquement rien de plus. Y a un dialogue en fait entre le visuel et la voix de Yann Arthus Bertrand, c'est en gros ce que vous voyez, vous ne l'aurez plus dans quelques années. Ou ce que vous voyez, vous l'aurez démultiplié dans quelques années. Alors qu'ici, c'est à nous de faire notre propre signification, des enchaînements des plans, de la rapidité du mouvement, de la composition. C'est amusant de voir justement ces bâtiments se détruire et montrer la destruction de l'humanité. Ça me fait penser à ce que dit Hugh Laurie dans Tomorrowland. Pour sauver la civilisation, je lui montrerai sa chute. C'est exactement ce qui se passe avec ce film. Quand vous voyez ce film-là, vous vous dites qu'il faut absolument faire quelque chose. Et le film, il date des années 80. On voit bien qu'aujourd'hui, on n'en a rien à foutre de l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une vie en déséquilibre, puisque nous avons de la technologie, mais pas au bénéfice de l'environnement. Ceux qui sont les plus chanceux sont ceux finalement qui vivent loin des villes, loin de nos maisons, loin de l'industrie. Question, est-ce que ce film est un documentaire ? Un documentaire pour donner une vérité ? Je pense pas forcément que ce soit aussi direct, c'est un point de vue, ça c'est certain. Il y a certaines vérités qu'on ne peut pas contester dans le film, je le pense aussi. Mais je pense que Koyaanisqatsi Katsi utilise des éléments pour y arriver. Le timelapse pour porter un message, une rapidité de nos flux physiques, de nos flux numériques, dans Nakoi Katsi. Les angles de caméra, on voit le monde par cet angle, encore jamais vu. Il y a des angles, des points de vue que j'ai jamais vus. La musique, bien sûr, crée une atmosphère pour un film. Une atmosphère, donc aussi un point de vue sur l'ambiance du plan. Je pense que le manque de structure vraiment clairement cohérente invite le spectateur à créer sa propre cohérence. Donc il y a une marge de manœuvre que laisse Reggio au spectateur. Et au final, nous avons l'utilisation de la métaphore qui est au choix du spectateur en fonction des plans pour représenter des idées par des objets qui n'ont pas de rapport. Ça, c'est le grand tour de force de Reggio. Quand on nous fait le lien entre des humains et des saucisses, ou des villes et des microprocesseurs, voilà, il fallait y penser. Et tout ça, c'est d'ailleurs confirmé un peu plus tard dans certains films, le même type de rapport. Donc au final, ce film est un petit peu visionnaire. Roger Ebert, grand critique américain qui a eu des dizaines et des dizaines d'années de métier de critique, il a vu le film en 83. Que dit-il sur le film ? Vous savez que j'aime bien ce que dit souvent Roger Ebert, ça me semble quelqu'un d'assez lucide. Eh bien ici, il a assez rejeté le film en fait. Il tente d'expliquer le film, il parle du début, sans la présence de l'homme, puis on bascule sur l'homme et ce qu'il accomplit. Le message moral arrive dès la 25e minute, alors il a trouvé ça très beau. Il trouve aussi que toutes les images sont belles, y compris les images qui sont censées nous révolter, nous révulser. Il a adoré la musique et en même temps, il a eu le temps de réfléchir. Le film nous laisse le temps de réfléchir. Je crois que c'est important de le dire. Ce n'est pas quelque chose... je veux dire qu'il y a des accélérations des fois dans le film, mais il y a vraiment des moments où on redescend complètement la tension et le montage est beaucoup moins découpé pour permettre au spectateur de reprendre son souffle et après d'élaborer une réflexion. Il y voit un contraste entre une vie folle des hommes et la belle nature de la Terre. Bon, c'est réducteur, mais il n'est pas très réceptif. La langue Hopi est utilisée, mais on ne voit aucun Hopi, disait-il. Il trouve qu'il y a des images nobles, de choses folles. Bon, il est assez terre-à-terre dans sa critique, mais il dit que, ok, il y a un message, mais après. C'est peut-être un point avec lequel je serais d'accord, c'est que nous avons vu aujourd'hui qu'en fait, le film est passé, mais il n'y a rien qui s'est passé.
Il souligne un point central, c'est que les gens dans leur voiture vont à toute vitesse dans leur vie. Leur problème n'est pas que leur vie va à toute vitesse, mais plutôt qu'il y a des déterminants sociaux comme la recherche d'emploi, le crime, le racisme, la drogue, le sexe, etc., etc. C'est compliqué de revenir à la nature comme une espèce de blague élitiste, un refus de voir la vérité, de voir la violence de la réalité de la part de Godfred Reggio. Pour finir, Roger Ebert se plaint que le film montre un mauvais portrait de l'humanité. Mais qui a dit qu'elle était mauvaise ? Le mec n'est pas là pour montrer du bisounours. Le film, et même les films, ne sont pas tous là pour nous faire sentir bien. Or, le film n'est pas didactique. Comme je vous le disais, c'est un peu le spectateur qui doit faire sa propre soupe. Je veux dire, c'est pas une provocation, ce n'est pas une offrande non plus, c'est une expérience plutôt que des idées et des informations. Ce qu'est clairement Home. Si on refait un petit parallèle avec Home, Home c'est de l'information. Ce qui classe Koyaanisqatsi dans une catégorie de film qui a un petit peu besoin de son spectateur. Il va s'investir de différentes manières devant le film et du coup il va accepter ou non le film. On peut aussi refuser le message de Koyaanisqatsi et refuser aussi du coup l'emballage esthétique du film. Ça, il n'y a aucun souci avec ça. Et du coup, le voyage est plus l'objectif du film, pas forcément la destination. Pour Godfred Reggio, c'est plus une offre d'expérience que d'une idée. C'est une interview sur le DVD qui était sorti en 2002. Pour certains, dit-il, c'est un film environnemental. Pour d'autres, une ode à la technologie. Pour d'autres encore, c'est de la merde, où ça touche les gens profondément. Ça dépend à qui vous demandez. C'est le voyage qui est l'objectif. Il montre et explique son titre en fin de film, pour que le spectateur n'ait pas d'idée préconçue avant de le commencer. C'est plutôt malin de sa part. Ça fait travailler le spectateur, bien après l'avoir vu. On a la liberté de regarder où on veut et on a la liberté d'interpréter. C'est vraiment impactant et je regarde le film et le film me choque par la violence de chaque image. Des plans super travaillés pour provoquer des chocs. Par exemple, le gratte-ciel dont le vitrage reflète les nuages. Nous regardons plus le ciel, nous regardons un ersatz de ciel. Un ciel dont les reflets seraient des reflets de télévision. Nous ne regardons plus la réalité, c'est par le filtre des médias et de notre technologie, de notre environnement que nous avons créé, nous, que nous regardons le vrai environnement qui est l'environnement naturel. Ça, c'est une très belle métaphore et encore une fois, c'est ma métaphore, c'est mon point de vue sur ce plan-là du gratte-ciel, c'est-à-dire mon interprétation suite à mon expérience. Donc c'est là où le film a une puissance incroyable, c'est que vous avez vraiment vos interprétations à vous que vous pouvez, et Reggio vous engage à le faire, que vous pouvez coller sur le film. Et ça rend le film incroyable pour chacun d'entre nous. Il y a des moments du film qui sont au ralenti. Peut-être pour montrer l'ennui de notre vie humaine. Elle chute sans fin. On a des regards croisés. Ça, c'est une magnifique idée. Où on a la caméra qui essaye de choper des regards un peu sur le côté. Et on a les gens qui regardent la caméra et chaque regard est puissant. On a un moment un pauvre diable qui se retourne vers la caméra et on sent toute la détresse de cet homme. Ça c'est un moment qui est vraiment incroyable. Ce regard-là, c'est un des regards. Ça, c'est un regard caméra qui fait froid dans le dos. Là, on parle toujours d'exemples de regards caméra qui sont toujours d'ailleurs un peu les mêmes. Vous savez, les 400 coups, Ingmar Bergman et tout ça. Mais on n'essaye pas de penser d'autres, bien sûr, parce que ce sont les premiers. Mais bon, il faut aussi essayer de trouver des regards caméra qui sont d'une puissance supérieure. Et ce regard-là de ce pauvre diable, on ne sait pas si c'est un clochard ou je sais pas, et ce regard il m'a vraiment troublé parce que je sens que toute la malaise de la société est tournée dans ce regard et vraiment, mais enfin je sais pas pourquoi j'ai fait une fixation sur ce regard, mais ce regard il m'a terrifié et en même temps il m'a énormément ému. C'est vraiment le regard qui fait pitié, quoi. Cet homme il fait pitié, comme notre situation je trouve aujourd'hui fait vraiment pitié, quoi. Ce regard il est vraiment tuant, quoi. Je peux vraiment dire que ce regard m'a tué. On tente vraiment de croiser leur vie avec cette séquence pour faire ressortir, après l'environnement naturel, l'environnement architectural, eh bien on crée l'environnement humain et on essaye de remontrer un petit peu
tout ce film dans sa dimension humaine. Tout ce qu'on voit, toute cette déchéance, eh bien c'est nous qui l'avons créé. Ce qui est amusant, c'est qu'avec cette galerie de portraits, on a l'impression qu'ils nous ressemblent, mais ils sont chacun sont uniques. Et Reggio prend le temps de filmer ses corps, de filmer ses regards, ses visages, pour qu'on puisse vraiment ressentir leur caractère unique, alors qu'ils sont filmés dans une masse. Ça, il faut aussi le mettre en perspective. On nous détache les personnages, on nous détache ces gens de la masse, d'une espèce de brouillage, d'accélération, de flux. Et la séquence est entourée aussi par des séquences qui sont des séquences de flux. Il y a des voitures qui deviennent des lumières. On peut penser que c'est pas réel, et pourtant, selon une certaine perspective, c'est bien réel. Une certaine perspective de vitesse. Godfrey Reggio nous montre cette idée. C'est une affaire culturelle de voir cette image comme réelle. La nature, puis le changement brutal intervient avec une explosion, l'arrivée de l'homme, une colonie d'insectes s'affairant pour produire et consommer. Les ouvriers, les soldats, les consommateurs, mais comparé aux insectes, on surconsomme. C'est pire, c'est cette course qui est vouée à l'échec. Et j'ai lu cette phrase dans un texte anglais qui est... voilà, je trouvais juste à un tel point, vous n'avez pas idée, le progrès est une maladie confortable. Et c'est vraiment ça. C'est une maladie, il y a un vrai problème, mais en attendant, elle est confortable. Je ne peux pas l'exprimer autrement. C'est très très juste. Si ça se trouve, ça vient de quelqu'un, d'un philosophe ou je ne sais pas, mais je l'ai lu dans un texte anglais et j'étais très content de trouver, c'était vraiment très juste. Le film ne traite pas des exceptions. Ça reste un cadre général, il ne faut pas l'oublier, c'est très important. Il n'y a qu'1h26 et déjà son projet d'idée est assez monumental. Alors il y a des simplifications. C'est là où on peut tirer sur le film. La nature, c'est bien. L'artifice, c'est mal. Une impression de peut-être trop forcer le trait écolo. Un documentaire écologiste. Bon, quand vous aurez vu le film, vous verrez que ça va quand même un petit peu plus loin. Il y a un abandon du lien en fait entre l'humain et la nature. C'est une affaire de contraste, de déconnexion, c'est tout. Enfin, c'est tout, vous voyez ce que je veux dire ? On supporte un système qui viole la nature. C'est un déséquilibre dans le respect de la nature et de l'humanité. Vous voyez l'absurdité de notre monde. La technologie est devenue notre nouvelle nature. Je crois que c'est un des grands messages de ce film. La technologie est devenue notre nouvelle nature. Le film parle de l'interaction entre les humains et la technologie. On crée et on détruit à une telle vitesse. Et on détruit à une telle vitesse. C'est tout l'objet de la séquence de fin. On construit une navette, elle commence à voler et elle explose dans les airs. Et après on a une chute inexorable et interminable. C'est là où vraiment moi le film m'est vraiment apparu avec cette image de fin, où on a cette chute du vaisseau qui descend et qui descend et qui descend et qui n'arrête pas, dans une espèce de tournoiement hypnotique. J'ai été vraiment hypnotisé par la fin de ce film. Les derniers plans de ce film. J'ai pas compris pourquoi, mais c'est un moment, il y a eu quelque chose qui s'est vraiment créé. Après, le film a fermenté dans mon esprit pendant 1h20, et dans les dernières 5-6 minutes, il y a eu quelque chose qui s'est vraiment créé, et c'est là où j'ai été vraiment le plus impacté. C'est dans les derniers plans, dont le plan de la chute, qui est incroyable. Et c'est aussi incroyablement filmé, je vous en parlerai un petit peu plus tard, de la façon dont le film a été fait. Mais là, on a vraiment l'échec de la technologie de l'homme. On revient au début, carrément. Né de la poussière, tu redeviendras poussière. Le plan de la fin avec cette roquette, mais c'est dingue. Ça montre aussi qu'on crée un monde artificiel, mais alors qui est très beau. C'est comme les films américains en ce moment. C'est très beau. Ça se nourrit de la nature par ambition humaine, et c'est une ambition dévorante qui va nous faire du mal. Alors on s'en rend peut-être pas encore compte parce qu'on a suffisamment de ressources, mais le jour où on n'en aura plus, là on se rendra compte de la débilité de nos gestes et de tout ce qu'on a accompli depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc à un moment, on aura un retour de bâton, mais on ne sait pas quand. Et pourtant, le film, dès le début des années 80, le perçoit et essaye de nous dire quelque chose, de nous dire un message. Je reprends les termes de Reggio qu'il avait dit.
Il disait « It's about awesome beauty, terrible beauty, or the beauty of the beast », donc la beauté de la bête. Certains trouvent d'ailleurs, c'est ça qui est paradoxal, qu'il célèbre la technologie. Il n'allait pas montrer l'évidence de l'injustice du type, la guerre, la dépravation sociale. Il voulait montrer ce dont nous sommes le plus fiers. Notre bête étincelante, c'est notre mode de vie qui est notre bête étincelante. Le film est un peu comme combattre le feu par le feu, la technologie pour dénoncer la technologie. Il montre aussi à quel point on est insignifiant, à quel point on est ancré dans un système qui nous dépasse complètement. C'est pour ça que le film, par moments, est en accéléré. C'est un monde qui ne nous appartient plus. Comme il est dit dans Fight Club, le film Fight Club, les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Et je crois que c'est un peu le cas de notre technologie actuellement. Vous enlevez les portables à la plupart d'entre vous, vous êtes complètement perdus, Vous enlevez le micro à Valérian, il fera plus de Cinefiles. Non mais vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, on est tellement dans une société technologique qu'on nous enlève ça, on revient à l'âge de pierre. On n'est plus capable de vivre. Et ça, c'est horrible de l'avoir en face, quoi. Le film nous le montre quand même d'une certaine perspective. C'est-à-dire que nos modes de vie finissent par nous obliger à faire. C'est la destruction par sa propre construction. C'est ce que je vous disais un petit peu avant. Et bien sûr, il y a l'aliénation qui est dans les parages en fonction des métiers, bien sûr, en fonction des lieux, des déterminants sociaux. Comme je vous le disais, ce film va quand même dans la simplification. Ne pensez pas que vous êtes tous dans le même panier. Ne pensez pas que vous êtes tous ancrés profondément dans le système. Je pense que les gens qui sont à la campagne sont ceux qui sont le moins dans le système. Voilà. Donc ne pensez pas que ce message vous est destiné à absolument tous. C'est faux. Il y a toujours des gens qui ne sont pas touchés par ce message-là, qui le seront peut-être au bout d'un moment. Espérons que ce soit le plus lointain possible. Reggio montre que l'homme est en train d'élever la technologie au-dessus de lui. Je trouve du coup que c'est la mort de tout ce que nous faisons, la frénésie de l'activité humaine. Je ne vous l'apprends pas aujourd'hui, on doit faire tellement de choses en si peu de temps. Le film nous déplace et nous fait consommer sans arrêt. Les non-lieux, comme dit Marc Auger dans son bouquin, ce sont des espaces de transition, comme les hôtels, les gares, des lieux où on ne fait que consommer, où on ne fait que se déplacer, des lieux de flux. C'est l'impression que j'ai eue vers la fin du film, dans un espèce de malaise sublime. J'avais lu dans un article une phrase qui m'avait beaucoup impressionné. Un long suicide général n'est pas forcément laid. Le poison qui se répand partout n'exclut pas les belles visions qui apparaissent avant l'ultime saut dans le néant. Voilà, ça résume aussi le film dans un certain sens. Mais c'est déchirant de voir des images du monde sauvage qu'on ne verra plus et des images du monde moderne qui sont révoltantes. Alors, est-ce que c'est un appel à l'action ? Force est de constater que ça n'a pas marché aujourd'hui. Pour Reggio, le danger était déjà imminent dans les années 80. Alors, ce film est assurément pour la postérité, mais aujourd'hui, on s'en fout bien de ces messages. Il n'y a qu'une poignée de gens qui essaient de faire bouger les choses, mais ce ne sont pas des gens en haut de la hiérarchie. Alors, est-ce qu'il y a une différence avec aujourd'hui ? Est-ce que c'est pire ? Pour moi, ça l'est. Il n'y a aucune prise de conscience générale. Et cette confession de Reggio n'aura servi à rien. On ne va pas faire de la politique dans cette critique, je suis très mal placé pour en faire. Le film n'est pas là pour trouver des solutions économiques. Je crois que c'est clair. Il est là pour montrer des faits, selon un point de vue. Parce que c'est prétentieux. Souvent, quand on fait des films, on veut exprimer quelque chose qui nous touche personnellement. Donc il y a toujours un côté un petit peu égocentré, surtout quand tout vient de la même personne. Mais je pense que ça a de la prétention dans le sens où il y a de l'ambition dans ce qu'il veut faire. Mais je ne pense pas que ce soit de la prétention dans le sens où c'est un message qu'il faut quand même entendre, il ne faut pas se voiler la face. Et je pense aussi qu'on a besoin de ce genre de film qui nous secoue beaucoup, qui nous fasse du mal, même si c'est pas agréable, qu'on rejette le message. Je veux dire, tout n'est pas bisounours, comme je le disais un petit peu avant dans la critique.
des fois, on ne se rend pas compte et en fait, on se rend pas compte de ces failles. Il ne s'agit pas forcément, comme je vous le disais, de trouver des solutions, mais il faut essayer de donner un coup de fouet pour qu'on se rende compte de la douleur. Ce film peut donner des coups de fouet. Bon, c'est un coup de fouet un peu daté, hein, claqué par un vieux monsieur, mais je pense que c'était nécessaire de le faire à ce moment-là. Puisqu'on a eu, on est sorti d'une guerre du Vietnam, il y a eu, je crois, des crises pétrolières dans les années 70, et précisément, les années 80, c'est un peu American is back, n'est-ce pas, Reagan et tout ça, tout le bazar. Et je crois que le film a bien fait de venir à ce moment-là précisément pour nous montrer aussi qu'on va dans une direction de la civilisation, on va dans la direction qui ne correspond pas forcément pour la planète, en tout cas. Objectivement parlant, c'est le cas. Donc la prétention par rapport aux faits est justifiée. Et puis bon, prétention, Reggio était quand même une personne qui avait des prédispositions. Il avait une discipline religieuse et une grande concentration. Alors bien sûr, le passé de Reggio est très chargé. Mouvement catholique, engagé sur le plan politique et social. On retrouve tout cela dans le film selon certains. L'injustice sociale du marché, son attitude paternaliste, moraliste. Il a voulu continuer son combat et le film était lancé. Alors il est produit par The Institute for Regional Education. C'est une fondation qui n'est pas là pour faire du profit, qui est dédiée aux actions sociales pour les personnes d'Amérique du Sud. Alors, je vous invite à aller regarder le making-of du film, hein, Essence of Life. Il y a plein de choses intéressantes. J'en ai repris la quasi-totalité. Et il a rencontré Ron Fricke, alors C-K-E à la fin, mais il paraît qu'on prononce le E comme I. Bon, alors c'est Ron Fricke, moi je le disais toujours Ron Fricke, mais on va dire Ron Fricke. Pendant ces années précisément, c'est un cinéaste collaborateur sur des séquences filmées pour la télé. Il réalise au préalable un spot publicitaire non narratif dénonçant la culture de masse et le matraquage que l'on subit en permanence devant le petit écran. Et en interview, il ne tarit pas d'éloges sur son futur collaborateur. Je vous dis ce qu'il a dit sur lui. J'étais émerveillé par sa motivation, son attention fanatique aux détails, un maître indiscutable du plus haut niveau sans pour autant avoir été pollué par l'industrie. C'est un original, un artiste, un peintre, avec un sens inné de la composition et de la couleur, un ingénieur mécanique génial, mais ajouté à cela la brillance d'un œil artistique et la sensibilité de quelqu'un de très compassionné et extrêmement discipliné. Et vous avez ce monstre cinéaste et réalisateur, un envoyé de Dieu pour ce projet. D'après ce que j'ai lu, il n'y avait pas de script quand ils ont commencé à filmer. La production commença en 1975. 6 ans pour porter le projet et le filmer. Il y a eu du 16 mm à cause d'un budget restreint. Pruitt Ego, donc ces bâtiments à Saint-Louis, ont été filmés en hélicoptère. Fricke a failli mourir, il n'avait jamais été en hélicoptère avant. Il y a eu 40 000 $ rassemblés qui ont été très vite épuisés. Alors, pendant son boulot comme serveur à Los Angeles, eh bien oui, il faut bien vivre, eh bien Fricke monta ce qu'il avait déjà filmé en une vingtaine de minutes, sans penser à un message politique. Et de nouveaux fonds permirent de continuer le projet en 1976, avec du 35 mm. Et encore pour des soucis de budget, il y a eu une utilisation d'objectifs 16 mm mais qui a été modifié, puisque Fricke, comme le disait Reggio, c'est un ingénieur absolument génial. C'est quelqu'un qui fabrique des caméras. C'est quelqu'un qui a une véritable science de l'image et de la caméra dans sa technicité. Et c'est là où vraiment Fricke, c'est quelqu'un que j'estime énormément parce que c'est quelqu'un qui travaille vraiment l'image. Et la caméra, l'appareil photo, c'est un truc de fou. Enfin, Fricke, c'est quelqu'un qui a fait après des films dans la lignée de Reggio, qui l'a même, je pense, à mon sens, surpassé. C'est vraiment quelqu'un que j'ai vraiment en haute estime. C'est un des plus grands chefs-op de l'histoire du cinéma. Pour moi, c'est monstrueux ce qu'il a fait avec ce film. Et ce qu'il fera avec ses autres films, il n'en a vraiment pas fait beaucoup, mais à chaque fois, c'est à tomber par terre. Mais des images que je n'ai jamais vues ailleurs. Comme il disait, de façon tout à fait humble, j'ai tourné tout ce que je pouvais rendre sur pellicule, j'ai juste filmé les formes de choses. Je trouve que c'est très parlant parce que, voilà, on filme les choses, mais on ne sait pas encore
si ça va être utile. Et je pense que Reggio a dû apprendre beaucoup, puisqu'il ne connaissait pas toute la technique. Il a dû y aller comme un aveugle, un analphabète ou un sourd. Et il lui expliqua les lieux où il voulait tourner, son approche. Et il attendait une réponse de ses collaborateurs. Et quelle réponse ça a été avec ce film? Mais même techniquement, par exemple, les timelapses, ça a été fait avec un intervallomètre qui était installé sur une Mitchell caméra. Alors je vous dis les trucs, mais je sais pas à quoi ça ressemble vraiment. C'est-à-dire que c'est un moteur qui est construit pour bouger la caméra entre les images de capture, avec une batterie qui pouvait durer à peu près 12 heures. Donc voilà, on fait un tournage sur 12 heures, avec chaque image capturée entre temps où on a la caméra qui bouge un petit peu, et après ces 12 heures on les accélère et ça donne des images incroyables. Bon, c'est assez technique, c'est pas trop facile à comprendre quand on n'est pas quelqu'un qui a fait un BTS, mais honnêtement, mis à part les professionnels, je ne sais pas si ça va vous intéresser d'en savoir vraiment le détail profond. La meilleure documentation concernant ce genre de sujet est bien sûr en anglais. Les timelapses sur l'autoroute ont été filmés à travers une double exposition avec un délai de 10 secondes entre chaque image. Ça donne des effets de traînée. On a une première prise de journée pendant 12 heures et puis de nuit pendant 20 minutes et ça donne quelque chose de vraiment abstrait et de vraiment fort au niveau des sensations. On peut se rendre compte en lisant qu'il a fallu beaucoup d'ingéniosité à l'équipe et au chef-op pour trouver des astuces, en utilisant notamment des stock shots, donc des plans qui existaient déjà dans des banques d'archives. Le film entra en post-production en 1981 dans les studios Samuel Goldwyn. Il rencontra d'ailleurs à ce moment-là Francis Ford Coppola. Alors Coppola souhaitait, devant l'ambition du projet, s'afficher dans le film pour donner envie aux gens de venir voir le film. Il facilita donc, comme il put, la distribution. Donc quand on vous dit oui c'est produit par Francis Ford Coppola, c'est juste à titre honorifique, par sympathie, qu'on le met dans le film pour faire vendre. Mais il n'a pas du tout été question de production par Francis Ford Coppola directement. Il s'agit avant tout de mettre un nom comme on mettrait le nom d'une star sur une affiche. Dans les années 80, Coppola, il avait un peu la côte quand même, hein. Donc il ne s'agissait pas pour lui de produire le film puisqu'il était déjà quasiment achevé. Il est classé au registre national du film de la Bibliothèque du Congrès de Washington et je pense que si je devais sauver 10 films des années 80, eh bien il y aurait ce film dans les 10 films. Ça c'est à peu près sûr. Ce n'est pas le plus populaire, mais c'est un film d'une importance capitale. Depuis quelque temps, j'ai tendance à penser que pas mal de films n'ont aucun intérêt à être vus au cinéma. Manque de puissance visuelle, de thèmes, de narrations intéressantes qu'on ne peut que savourer au cinéma. D'habitude, quand on regarde un film sur un petit écran, on ressent des choses et ces mêmes choses aux mêmes endroits sont démultipliées au cinéma. Je pense que c'est un film qui est destiné à être vu sur grand écran, de par la qualité cinématographique de l'œuvre, mais aussi sa dimension contemplative. Je pense que regarder un cinéma contemplatif sur une petite lucarne ou sur son écran d'ordinateur avec des écouteurs ou un casque, ça ne vaut pas du tout un grand écran et des enceintes et des configurations de salles de cinéma pour ce type de film. Ce n'est pas un film qui aura un montage sonore vachement impressionnant, mais la musique joue beaucoup dans l'ambiance. Et je pense que dans le cas de ce film-là, faut, si vous le pouvez, si tout d'un coup il y a des projections rétrospectives, des choses comme ça, il faut aller voir ça au cinéma. C'est pour ça que j'ai vraiment grande hâte de retrouver Terrence Malick début mai, je crois, pour Voyage of Time, qui sera dans les salles françaises pour une seule date. Je serai bien sûr au rendez-vous, vous aurez une vidéo sur Voyage of Time, mais justement, je pense que Koyaanisqatsi fait partie de ces films qui sont vraiment des films de grande puissance quand ils sont déployés sur grand écran. De même que toute la catégorie de films en IMAX, des films un peu, on va dire, documentaires, dans le sens document archivage de la beauté de notre monde, les films de Ron Fricke, eh bien, je pense que ce sont vraiment des films qui sont destinés à filmer de vastes environnements pour être montrés dans de vastes salles de cinéma.
c'est peut-être le même effet que nous pouvons avoir sur petit écran, mais démultiplié, ça vaut pour tous les films. Mais ici, même si, on peut penser que c'est pas assez cinématographique, qu'il n'y a pas tant de travail que ça, les images restent quand même assez fantastiques. L'utilisation des différentes techniques, comme je vous le disais lors de la production, qui sont peut-être faciles aujourd'hui en numérique, mais à l'époque, je pense que ça devait être assez compliqué. On change d'échelle, de point de vue, notre perception est modifiée, elle est travaillée par le réalisateur. Le spectateur, devant ce film, reste actif. Peut-être pas aussi actif que pour les films de Ron Fricke, qui pour moi m'ont beaucoup plus fait travailler les rapports, et puis Ron Fricke sait vraiment bien mettre en scène ces thèmes qui lui sont chers dans ses films, mais ici on nous laisse quand même une marge, comme je vous le disais, par les changements de point de vue qui peut nous créer une rupture, et par cette rupture, tout d'un coup d'un angle auquel on ne s'attendait pas, eh bien peut en découler une réflexion, ne serait-ce qu'un petit tilt. Tout d'un coup on se dit tiens, qu'est-ce qui se passe devant nous? Quel est le spectacle qui est ici mis en scène? La scène par exemple de la roquette, on pourrait dire que c'est un peu Icare devant le soleil, on se rapproche trop près du soleil et nos ailes brûlent. On crée des rapports. Donc, comme je vous le disais, le flux des gens dans les escalators et les saucisses dans les usines qui sont fabriquées, les circuits imprimés et les villes, ça c'est formidable. On montre une ville vue du dessus et on montre après un circuit imprimé. Chose que notre cher James Cameron nous refera dans Terminator, puisque quand il y a le T-800 qui sort en ville, il part comme ça après être apparu dans l'époque contemporaine, eh bien il arrive près d'un espèce de toit et voit la ville en face de lui, et cette ville est quadrillée par des petites lumières, et ça fait typiquement penser à un microprocesseur qui est en train de travailler avec les lumières qui formeraient des résistances ou des chemins de lignes. Enfin vraiment, vous avez cette impression qu'on est à l'intérieur d'un ordinateur, surtout qu'on a un panoramique à un moment où on voit une espèce de ventilation. On pourrait penser que c'est le ventilo de l'ordinateur. Enfin vraiment, il y a plein de rapports qui sont follement amusants. On vit vraiment par ce genre de rapport qui veut nous faire dans un système industriel. On vit dans un système, mais en totale liberté, mais dans un système. Donc le système nous octroie une liberté plus ou moins grande. Ne serait-ce que les règles, les lois sont les règles du système dans lequel nous vivons. Et je trouve que Ron Fricke, par moments, les met vraiment en valeur. On est soumis dans un système qui n'est pas libre. Les personnes après dans ce système sont montrées dans leur individualité via cette slow motion, cette séquence qui est vraiment troublante comme je vous le disais. On a des vies intimes, des regards caméra. Donc ça aussi c'est un vocabulaire, une grammaire du cinéma qui nous est déployée dans le film. La scène où les gens filmés, on a les regards qui sont lancés, l'amusement, la méfiance, les gros plans de Radio évoquent pour certains critiques les travaux de Warhol, les screen tests en 1964, je crois de 64 à 67, 66, je ne sais plus exactement, j'en ai vu un tout petit bout mais j'ai vraiment pas fait plus. Ça consistait à filmer des visages, mais Radio disait que ça venait de son chef-op. Il n'était pas sur place, donc le réalisateur Reggio, et c'est donc Fricke qui a eu l'idée. Alors j'avais lu ça, je ne suis pas sûr, et il y a tellement de trucs que j'ai lus que des fois quand je me relis, je me dis mais en fait d'où ça sort cette info. Voilà, donc je pense que vous pouvez trouver des interviews pour avoir ces renseignements. Il y a des jours où je me rends compte que ça pourrait me servir ce genre d'infos, mais des fois je reprends pas la source. Donc bon, par rapport à Home, on est très très loin avec ce film. Le film de Yann Arthus Bertrand permet d'entrevoir le gouffre. Mais je pense que ici on est vraiment à l'intérieur du gouffre. Reggio disait qu'il était influencé par le film de Buñuel, Los Olvidados, qui est une perle. Je vous invite à voir le film, ça l'a profondément touché, mais je pense qu'il y a le rapport peut-être le plus évident avec un film d'histoire du cinéma, c'est L'homme à la caméra, The Man with the Movie Camera, je crois que c'est le titre anglais, que nous pouvons faire aussi, c'est la journée
Je crois que c'est à Odessa, ça fait très longtemps que je l'ai plus vu, excusez-moi, mais je crois que c'est à Odessa, une vie qui est filmée dans toutes ces strates, dans toutes ces structures de la société, mécaniquement, sportivement, dans les transports, individuellement, et bien sûr un jeu avec la caméra. Et bien ici, c'est peut-être le film qui ressemble le plus, tout en étant très éloigné, puisque ici c'est un peu à l'échelle de plusieurs pays, donc ça prend une dimension vertigineuse. Et du film de Dziga Vertov, donc l'homme à la caméra, eh bien on a Sergei Eisenstein qui théorisait le fait que le montage est l'idée qui émerge de la collision entre deux plans indépendants. C'est le montage intellectuel, comme disent les Anglais, le montage des attractions, je crois. En français, là je ne suis pas sûr, hein, ça fait très longtemps que je n'ai plus touché à tout ça, mais je m'emballe un peu les pinceaux, c'est très grossier comme ça. Je tiens à me protéger tout de suite des attaques des spécialistes, ça fait des années que j'ai plus touché à ces conneries. Enfin conneries, bon c'est de la théorie, mais ça on n'a pas besoin de savoir la théorie pour la pratiquer. C'est plus des choses pour y voir clair sur la dimension sémiotique des images. C'est typiquement le rapport entre les saucisses et le flux des humains dans les escalators. On a deux images qui sont indépendantes, mais en les alliant toutes les deux, eh bien, il y a quelque chose qui se crée. Dans l'esprit humain, une connexion. Par la forme, par le flux, par la direction. Il y a plein de choses tout d'un coup qui vont rentrer en collision. C'est ce qu'ils appellent le montage des attractions. Mais Eisenstein, et c'est là où ça va plus loin du côté russe, par cette collision, par cet affrontement de plans, par ce choc, doit créer une dimension, doit créer une révolte, un message politique. Ici, finalement, Reggio n'est pas très loin de cette idée. Il veut nous créer, nous faire prendre conscience que nous sommes dans un système et que, éventuellement, si on ne veut pas que l'espèce humaine disparaisse, il faut casser ce système. Il faut le remettre en cause, le retravailler en profondeur. Le montage est par association d'idées certaines fois, il le fait pas tout le temps dans le film, dans l'esprit du spectateur. Les théories de montage sont écrites par des Russes, c'est réutilisé par ici. Ce genre de montage crée aussi des images autres que forcément des images politiques. Le montage nous suggère par exemple que les nuages dans le ciel ressemblent aux vagues de l'océan, que la brume descendant de la montagne ressemble à une cascade. Donc c'est vraiment une suggestion d'éléments nouveaux par l'association de deux éléments qui des fois s'opposent, des fois qui n'ont rien en commun. Koyaanisqatsi, c'est aussi une musique de légende, une musique composée par Philip Glass. La musique invite à la contemplation, elle fait corps avec les images. Écoutez-la à part, elle est tout aussi puissante qu'avec les images. On parle, concernant la musique de Glass, même générale, le travail de ce compositeur, de musique minimaliste, caractérisée par la répétition de figures, une structure musicale qui est assez simple. Alors il y a des textes anglais qui en parlent vachement bien, mais étant donné que moi, la musique, je ne connais pas trop, sachez que sur le net, il y a des textes anglais sur la musique de Glass qui sont assez longs. Je crois même que je suis tombé sur un mémoire sur la musique de Glass, sur la musique minimaliste. Il y a de la doc. Faut juste aller chercher un petit peu et savoir parfaitement l'anglais. En plus, il y a des termes en musique qui sont en anglais, ça pourrait être un peu galère pour vous, mais voyons. Avec Glass, Reggio a plus parlé d'ambiance, alors que celui-ci n'aimait pas trop faire de la musique de film. Les extraits ont été découpés en sections, puis il a écrit des musiques pour ces sections. Et Godfrey Reggio rassembla tout ça, et ça ne correspondait plus du tout à ce que Glass avait imaginé. Il a pris l'ambiance de la musique au lieu de la structure de la musique. Et il a cuté sur le feeling et non sur la manière dont elle était construite. Alors bien sûr, ça a nécessité un sacré boulot. 3 ans de travail. Il écoutait, l'autre regardait. Il coupait, l'autre recomposait. Des va-et-vient entre images et sons qui finirent par fonctionner organiquement. Les voix pour les avions, une musique qui amène cette habileté de nous dire ce qu'on voit. C'est quand même un cas assez rare de synchronisation entre la musique et les images. Ce n'est pas l'un fait pour l'autre. Et il ne s'agit pas d'une synchronisation entre l'image et la musique pour une séquence. Là, on parle d'un film entier. Donc c'est vraiment un cas assez particulier, Koyaanisqatsi, au niveau du rapport musique et image. Je ne vais pas vous en parler plus, mais c'est quelque chose d'assez exceptionnel. La musique du film devient si populaire d'ailleurs que Philip Glass fit une tournée mondiale, jouant
devant un écran où était projeté le film Koyaanisqatsi. Et bien sûr, la bande originale, eh bien, elle fut publiée en 83 après la sortie du film, alors que la musique accompagne l'ensemble du film. La durée de la bande originale n'est que de 46 minutes et ne contient pas l'ensemble des compositions. Mais en 1998, eh bien, il y a Glass qui enregistra un album intitulé, je vous le donne en mille, Koyaanisqatsi, qui sera publié. Et cet enregistrement contient des pistes additionnelles et des versions plus longues que dans l'album original. Pour conclure, c'est une œuvre clé de l'histoire du cinéma mondial. Et oui, je le dis carrément, pour moi c'est vraiment un film majeur. C'est historiquement, culturellement, esthétiquement important. Classé comme expérimental, avant-garde, documentaire poétique, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec Koyaanisqatsi. C'est contemplatif. Ça raconte une histoire, l'histoire du monde. Il y a une suite d'événements qui forment une continuité. Et c'est un documentaire également, puisque c'est un documentaire d'époque, sur l'époque, un point de vue sur les choses, même si ces choses sont montrées de façon peut-être un peu abstraite. Le film est unique et classique, et il peut être vu et compris par tout le monde, puisqu'il n'y a pas de voix off. C'est d'une grande beauté et d'un grand pouvoir. Et quand je vous le dis que c'est un classique, ou même que j'ai prononcé les mots chef-d'œuvre, eh bien c'est un film qui a eu aussi une descendance. Une descendance auprès du travail du chef opérateur Friki. Avec ses films majeurs quand même, il n'en a pas fait beaucoup, mais il en a fait de qualité. Chronos, qui était pour moi un peu la révélation, parce que j'ai découvert Koyaanisqatsi après avoir vu Chronos. Et Chronos, pour moi, c'était un peu un film musicalement et visuellement, je mets la musique avant le visuel, c'était quelque chose qui m'a vraiment, non seulement qui m'a révélé ce qu'était vraiment le potentiel incroyable de l'IMAX, mais aussi émotionnellement, ça m'a vraiment créé quelque chose de très très fort. Et Chronos, c'est très abstrait, je ne l'ai pas encore bien compris en fait, mais on a une grande opposition entre l'architecture moderne et l'architecture ancienne, antique et ancienne, moyenâgeuse aussi. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la texture et de la construction dans Chronos qui est assez formidable, mais je n'ai pas encore creusé le lien avec le véritable thème du film et même le titre du film. Et il a fait un autre film qui s'appelle Baraka, qui est un film, encore une fois, un peu comme Koyaanisqatsi, mais encore mieux fait, encore mieux fait, mais peut-être un peu plus rentre-dedans, un peu plus clair sur les significations. Et il en a sorti un autre, je crois 20 ans après, qui s'appelle Samsara. Vous avez déjà eu une vidéo dessus, qui est une fresque sur, encore une fois, la dérive du monde, ses atouts et ces malheurs, les rapports que nous pouvons faire entre les peuples qui ne sont pas très favorisés par notre système et les gens qui vivent dans l'opulence. Par exemple, il y a un passage que j'aime beaucoup, c'est un passage où on a des robots, ou des femmes en caoutchouc ou je sais trop quoi, et on a après un espèce de slow-mo avec de la danse, et après on a le visage d'une geisha qui pleure, qui verse une larme et après qui s'en va dos à la caméra dans un espèce de chemin, en une espèce d'allée, de tunnel qui est vachement beau, pour montrer qu'en fait la façon dont nous concevons la femme et même quand nous concevons le désir envers la femme a extrêmement changé, et les traditions ont laissé place à la chair et à la texture et à la nudité aussi, puisque les robots que nous montrons, ou les playmates ou je sais trop quoi, eh bien elles sont en bikini, elles sont quasi à poil, alors que la geisha est en tenue traditionnelle. Enfin, il n'y a rien que ce rapport-là qui est vraiment terrifiant et qui déchire, et je l'ai vu à la Géo de Samsara, je peux vous dire que c'était vraiment... Il y avait le cœur qui vibrait, et pas parce que forcément le son était très fort, un petit peu aussi. Donc vraiment, les travaux de Friki sont clairement dans la même lignée, donc c'est une descendance, et je pense que Yann Arthus Bertrand n'aurait pas fait Home et tous les autres films qu'il a fait après sans Koyaanisqatsi. Et même, je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont fonctionné de cette façon. Peut-être aussi quelques petites séquences dans les films qui sont issues de Koyaanisqatsi. Je pense aussi à la courte séquence dans Matrix, quand on a Neo et Morpheus qui sont dans un environnement blanc, et Morpheus lui montre le monde qui est celui de la matrice à travers une télé.
et les images que nous voyons, je crois que c'est des images soit du travail de Fricke, soit du travail de Reggio, mais un des deux. Voilà. Donc, on montre vraiment le monde comme on l'a jamais vu. Et ce film, en plus, a fait des enfants. Il n'a pas créé l'engouement mondial, mais il a créé des enfants et il a créé un héritage tout aussi virulent. Et il a créé, bien sûr, des suites que nous verrons bientôt sur la chaîne. J'ai hâte parce que ce sont aussi des films assez intéressants. Ils sont un petit peu moins bien, je dois bien vous l'avouer. Mais franchement, ce film, il est unique. Si on devait faire une liste des films du XXe siècle à garder pour la postérité, je peux vous assurer que tout le monde s'accorderait à dire que Koyaanisqatsi a une place dans cette liste. Je peux lui mettre un... Quelle note je vais lui mettre? Non, on va dire que je me pose la question parce que, objectivement parlant, c'est vraiment monumental. C'est le meilleur de la trilogie. Mais il y a quelque chose, c'est peut-être du fait, comme je vous le disais, qu'il y a 2-3 aspects, voilà, on peut s'ennuyer un petit peu au début parce qu'on ne sait pas exactement où on est et où on va surtout. Et l'aspect de la référence, et bien sûr, quand on sait tout ce que je vous ai dit, on peut vachement apprécier le film, mais quand on ne sait pas et qu'on balance le film, on est un peu largué. Donc moi, je lui mettrais, pour ces petits points-là, le fait que ça soit pas si pédagogique que ça, et que la pédagogie ne se dévoile qu'à partir de 30 minutes de film, et qu'on commence à comprendre la logique, on a perdu déjà 30 minutes. Donc ça, si on n'est pas prêt, on peut vraiment se bloquer devant le film. Et ça, je trouve que le film devrait faire un peu plus de démarche pour emporter le spectateur dès le début. Bien lui faire comprendre qu'il y a quelque chose de spécial avec le film et qu'il faut s'attendre à fonctionner d'une autre façon. Ça, le film ne le fait pas. Après, c'est très difficile de fonctionner d'une autre façon et de le faire dire au spectateur sans voix off. Ça, je vous laisse le point. Mais je pense que je vais lui mettre 19 sur 20. Bon, ne vous bloquez pas sur la note. Les gens qui se bloquent sur la note, c'est vraiment qu'ils n'ont rien compris. Avec toutes les dizaines de minutes que j'ai passées avant, on a sûrement dépassé l'heure là où je l'enregistre. Vous avez sur internet de longs articles sur le découpage, la symbolique, la musique. Vous avez des livres sur le film. On a encore plein de pistes à découvrir. Il y a une quasi-infinité de textes et d'articles sur le film. J'en ai pas fait le tour. Je préfère vous prévenir, là, j'ai déblayé un peu la technique et la motivation de Reggio. Il y a pas mal d'idées sur son grand projet. Je pense que les vidéos qui vont suivre sur Nakoyaanisqatsi et Powakatsi seront beaucoup plus courtes. J'ai 3 fois moins de notes, donc soyez rassurés, ce sera moins long. Pour terminer, je voudrais aussi évoquer très rapidement un autre film qui revient un petit peu à la même chose que Koyaanisqatsi, mais qui est beaucoup plus documenté et beaucoup plus pédagogique. C'est Une vérité qui dérange. Donc le nez de la frustration ressentie par Al Gore quant à la nécessité de s'engager politiquement. Et efficacement, bien sûr, vis-à-vis du réchauffement climatique. Donc ce film est aussi un enfant de Koyaanisqatsi dans un certain sens, au niveau thématique, je pense, plus que visuel, par exemple, alors que Fricke est clairement dans la même tendance politique et visuelle. Voilà, j'ai terminé cette vidéo, j'en peux plus, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais, c'est long, mais j'espère aussi que depuis le temps, vous avez compris que sur ma chaîne, vous n'êtes pas obligé de rester devant l'écran pour écouter ce que j'ai à dire. Il n'y a rien de visuellement impressionnant à l'écran, il y a juste des images. N'hésitez pas, je le rappelle, à écouter plus qu'à regarder mes vidéos sur YouTube, dans quel cas de toute façon je vous indiquerai qu'il y a des choses visuellement. Je vous remercie pour votre soutien et j'espère que ce genre de vidéo vous plaira sur ce genre de sujet, ce genre de film. C'est connu, Koyaanisqatsi, mais j'avais envie d'en parler. Je sais pas, il y a une pulsion d'envie, c'est pas du tout tendance ou quoi que ce soit, mais j'avais envie d'en parler, voilà. Parce que ce film m'a vraiment touché et c'est aussi un pan de film qui est assez peu discuté sur les chaînes, les espèces de films de documents du monde, films documentaires et films contemplatifs. Parce que c'est sûr, ça fait venir des gens qu'on parle du dernier Marvel ou du dernier blockbuster avec plein d'actions et des acteurs qui en foutent pas une. Donc moi j'ai décidé de préparer un petit peu la trilogie des Qatsi
en prévision au final de A Voyage of Time de Terrence Malick, en espérant pouvoir le voir. Ce serait un comble que je vous fasse monter la sauce et que finalement vous n'ayez rien. Donc je vais m'arranger pour cela. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien. N'hésitez pas bien sûr à me faire des retours en vidéo, des retours émotionnels, puisque je pense que ce film, j'espère, ne vous a pas laissé indifférent. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours. Quant à moi, eh bien, je vous remercie beaucoup pour l'accueil de mes vidéos et de votre soutien. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à bientôt pour la suite de la trilogie et pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!